Place à présent à une nouvelle rubrique dans Décrypter l'Afrique, c'est la revue de la presse et des médias en ligne, en Afrique et à l'international. On épluchera dorénavant quelques titres marquants et des sujets du jour ou tout juste tombés la veille. Et pour commencer aujourd'hui, direction le Cameroun, pour évoquer deux sujets. La préparation des obsèques de l'opposant Anissé Kane, mort en détention dans les geôles du pouvoir Biya, et la crise diplomatique entre Yaoundé et Taipei, la capitale de Taïwan. Cameroun, l'exécutif tente de gagner la main de garder la main sur les obsèques de l'opposant Anissé Kane, a titré le quotidien en ligne Africa Intelligence dans son édition de jeudi dernier. Des obsèques qui auront lieu les 8 et 9 mai, c'est-à-dire après la visite du pape au Cameroun, alors qu'elle devait avoir lieu dans le même temps au départ. Selon Africa Intelligence, le gouvernement camerounais, via le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji, met tout en œuvre pour éviter, et je cite, que l'événement se transforme en tribune politique. On rappelle qu'Anissé Kane, figure de la gauche panafricaine camerounaise et soutien central d'Issa Chiroma Bakary avant, pendant et après la présidentielle du 12 octobre dernier, est mort alors qu'il était en détention au secrétariat d'État à la Défense. Et comment agit donc le gouvernement camerounais en essayant de diviser la famille nucléaire et politique du défunt par l'argent? Selon Africa Intelligence, que je cite, les autorités camerounaises ont entamé des contacts avec la famille du défunt par l'entremise de sa sœur, Marianne Simon Ekane, dans le but d'offrir un accompagnement financier et logistique pour l'organisation des obsèques. Cette proposition a été immédiatement fait réagir le Manidem dans un communiqué rendu public le 16 mars. La formation politique a dénoncé les tentatives d'approche de l'exécutif, réaffirmant qu'aucune place n'était réservée au gouvernement lors des funérailles de l'opposant. Fin de citation. Africa Intelligence a également confirmé que le pouvoir de Yaoundé a manœuvré pour que Anissé Ekane, originaire de Bomono dans le littoral, ne soit pas enterré aux côtés d'Ernest Wandier, figure de la lutte pour l'indépendance, inhumé à Bafoussam dans l'ouest du pays. Et pour cela, il s'est appuyé sur des chefs Sawa qui n'ont eu aucun mal à aller à l'encontre des dernières volontés du défunt et à exiger qu'il soit enterré chez lui, dans son village, dans la banlieue de Douala, ce qui fera baisser la portée symbolique et politique de cette inhumation. C'est en tout cas à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, que s'est ouverte et où se tient la 14e conférence interministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, alors même que les guerres tarifaires américaines et la guerre en Iran mettent en péril les échanges commerciaux internationaux. Mais l'enjeu qui crée l'émoi à Yaoundé et à Taipei, c'est le boycott de l'événement par Taïwan, membre de l'OMC. Sans ces invitations officielles, le Cameroun a désigné Taïwan comme province de Chine, une formulation en ligne avec la doctrine de République populaire de Chine, mais en contradiction avec les règles protocolaires de l'Organisation mondiale du commerce. Car depuis 2002, Taïwan est membre de l'organisation sous l'appellation technique de Taipei chinois, un compromis diplomatique qui lui permet de participer au commerce mondial tout en évitant la question de sa souveraineté. Alors, le Cameroun a-t-il fait exprès de remettre en cause le compromis existant et de vexer Taïwan, histoire de donner des gages à la République populaire de Chine? Jeune Afrique n'est pas loin de le penser. Jeune Afrique qui titre, et je cite, pourquoi l'incident diplomatique avec Taïwan n'est pas une surprise. En effet, depuis 1971 et la résolution 2758 des Nations Unies qui reconnaît Pékin et écarte Taipei, la position du Cameroun n'a jamais varié. Cela dit, selon Jeune Afrique, ce choix n'est pas innocent. Jeune Afrique écrit, et je cite, le Cameroun soigne ses intérêts financiers avec la Chine qui occupe la place de premier partenaire commercial et de principal prêteur bilatéral du pays. Au-delà des échanges commerciaux, les Chinois investissent massivement dans les infrastructures portuaires à Kribi, électriques, dans des barrages ou encore numériques, comme en témoigne la récente signature d'un prêt dans le cadre d'un vaste programme d'installation de la fibre optique. Fin de citation. On peut ajouter que Yaoundé a besoin de beaucoup d'argent pour boucler son périlleux budget 2026 et qu'au moins une partie de cet argent peut provenir de Pékin, de la Chine. En tout cas, le site Taïwan Info, qui est contrôlé par le gouvernement de Taipei, ne décolère pas, je cite Taïwan Info, ouvrez les guillemets, la mission permanente du territoire douanier distinct de Taïwan, Pinru, Kinmen et Matsu, auprès de l'OMC, a demandé l'intervention du secrétariat de l'organisation et les missions du Japon, des États-Unis et des pays alliés ont également plaidé en ce sens. Malgré ces appels, le Cameroun a maintenu
que cette désignation erronée relevait de sa politique diplomatique envers la Chine et privilégiait sa propre politique bilatérale au détriment des intérêts de l'OMC en tant qu'institution multilatérale, fermez les guillemets. Taïwan Info poursuit la soumission du Cameroun à la Chine et son mépris de la pratique établie de longue date par les États membres de respecter le statut de Taïwan en tant que membre non subordonné à aucun autre membre porte gravement atteinte au droit de Taïwan à une participation égale au sein de l'OMC. Fin de citation. Pendant ce temps, la diplomatie camerounaise garde le silence comme si elle n'assumait pas clairement ses positions. On rappelle que le Cameroun, depuis la reconduction de Paul Biya par son Conseil constitutionnel, se surpasse pour faire plaisir aux grands de ce monde et aide Donald Trump à expulser des demandeurs d'asile non camerounais en permettant leur déportation sur son territoire. Un autre événement international qui envenime des conflits entre nations, c'est le sommet à venir du G7 qui doit se tenir à Évian, en France, du 15 au 17 juin prochain. Invité dans un premier temps, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été aimablement désinvité par Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que Washington aurait brandi des menaces de boycott de l'événement si le président sud-africain, que Trump déteste et accuse de perpétrer un génocide des Blancs dans son pays, était convié. C'est ce qu'avait dit dans un premier temps à l'AFP, le porte-parole de la présidence sud-africaine, mais le président Ramaphosa a rétropédalé et a accéléré une polémique interne. D'après mes informations, il n'y a eu aucune pression de la part d'aucun pays, que ce soit les États-Unis ou un autre, et l'invitation au G7 ne signifie pas que vous êtes snobé ou ignoré si vous n'êtes pas convié. Il y a énormément de pays à travers le monde qui ne sont pas invités au G7. Nous n'en sommes pas membres. Rappelez-vous bien de cela, l'Afrique du Sud n'est pas membre. Et lorsque nous nous y rendons, c'est sur invitation et pour y porter un message. Nous n'avons donc pas assisté à tous les sommets du G7. Si nous ne participons pas à celui-ci, cela ne devrait surprendre personne. Alors, snobé ou pas ? Un analyste est intervenu sur la SABC, la télévision publique sud-africaine, pour contredire son chef de l'État. C'est assez rare en Afrique pour être signalé. Ça montre d'ailleurs que l'Afrique du Sud est une vraie démocratie. Désinviter quelqu'un est un affront. Ne pas inviter quelqu'un n'en est pas un. Dans ce cas précis, lorsque le président Macron était ici en décembre pour le G20, il a formellement adressé une invitation au président Ramaphosa. Or, retirer cette invitation, c'est précisément ce qui constitue un affront. Et nous observons ce genre de comportement récemment lorsque le président Trump est impliqué. Vous vous en souvenez peut-être, lors du Forum économique mondial, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait été invité. Et à la dernière minute, là encore, il a été désinvité, sous l'insistance et la persistance de la délégation américaine. C'était donc sans aucun doute un camouflet. On ne peut pas l'appeler autrement. S'il n'y avait pas eu d'invitation dès le départ, je ne parlerais pas d'affront, mais une désinvitation en est un. Emmanuel Macron, de son côté, a assuré, via son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, que son pays n'avait cédé à aucune pression, mais avait fait le choix d'un G7 resserré. Et si malgré tout le Kenya est invité, c'est pour préparer le sommet Africa Forward, le nouveau nom du sommet France-Afrique qui doit se tenir à Nairobi en mai prochain. On va le croire. Et un dernier sujet pour cette revue de presse, cet article du site du groupe de presse ghanéen Joy News, Mahama salue la résolution de l'ONU déclarant l'esclavage le crime le plus grave contre l'humanité. Je me réjouis de l'adoption de cette résolution qui déclare que la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racial des Africains constitue le crime le plus grave contre l'humanité, a ainsi déclaré le président ghanéen, qui a salué le fruit d'une solidarité internationale soutenue, impulsée par des organisations internationales comme l'Union africaine et la CARICOM, la communauté caribéenne. Il a dit, et je le cite, « Je ne peux imaginer de meilleure façon d'honorer nos ancêtres que de voir la majorité des pays du monde affirmer que le trafic et l'esclavage de près de 13 millions d'êtres humains constituent bel et bien le crime le plus grave contre l'humanité. » Alors, certes, 123 pays ont voté pour cette résolution, parmi lesquels la Russie et la Chine, qui l'ont fait savoir. Seulement 3 ont voté contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. 52 nations se sont abstenues, majoritairement les pays européens et plus largement les pays occidentaux.